Le mois d'octobre revêt une couleur rose depuis le 1er jusqu'au 31, et ce depuis 1985. Il s'agit d'une campagne annuelle de communication sur le cancer du sein. Mesdames, Messieurs, bonjour, je vais vous présenter nos invités du jour. À ma gauche, mademoiselle Léyé Patience, bonjour à vous. Bonjour monsieur Marvin. Alors vous êtes étudiante en médecine, en 5e année maintenant de médecine. Oui, effectivement. Et dans votre passe-temps, vous faites des gâteaux, de la décoration, ça se passe bien? Oui, ça se passe bien. En famille, nous sommes dans l'événementiel, donc gâteau de mariage, décoration et tout. Voilà, ça se passe très bien. Merci. La médecine, c'était le meilleur choix, c'est bientôt terminé? Oui, quand même. C'était un long parcours, mais il reste que 2 ans et voilà, on achève. Alors face à vous, vous avez un modèle parfait, c'est Dr Bidaï Mombenda Suzanne. Bonsoir à vous. Bonsoir Monsieur Marvin. Alors vous êtes spécialiste des maladies du sein, diplômé de l'Université des sciences de la santé de Libreville et vous avez un diplôme de spécialiste en cancérologie médicale que vous avez obtenu en 2013 à l'Université Marion Gaby du Congo-Brazzaville. C'est effectivement ça. Autre chose à ajouter sur votre présentation ? Je suis par ailleurs spécialiste des maladies du sein, un diplôme que j'ai obtenu à Paris, en tant qu'ancien interne des hôpitaux de Paris. Ok, alors nous parlerons aujourd'hui de Octobre Rose. C'est une campagne de communication sur la sensibilisation au dépistage du cancer du sein. Docteur, ce sont des moments auxquels vous participez. Qu'est-ce que vous dites aux personnes que vous rencontrez lors de ces campagnes de sensibilisation ? Le mois d'octobre est un mois important pour le cancérologue. Donc, c'est un mois pendant lequel on doit communiquer au maximum afin de diffuser des informations concernant le cancer de façon que que nous permettent de voir le moins de patients métastatiques, c'est-à-dire des patients qui arrivent à des phases avancées de la maladie. On se dit que c'est l'ignorance qui fait que les gens arrivent tardivement. Donc il faut qu'on communique, qu'on sensibilise, qu'on informe, essayer de faire passer l'information dans tous les milieux de façon que tout le monde soit au courant. Au moins on ne dira pas que les gens arrivent tardivement parce qu'ils n'ont pas eu l'information. Après, si vous permettez, octobre, c'est une dernière partie du mois, ce n'est qu'un mois parmi les 12 que l'année compte. Est-ce que justement, avant octobre, en début d'année, par exemple, il y a des personnes qui viennent volontairement ou non se faire dépister ? Donc, il y a un programme qui a été mis en place par le ministère de la Santé et en collaboration avec le ministère de la Défense nationale. Ce programme fait que dans plusieurs centres, ils sont nombreux et sur toute l'étendue du territoire, ce dépistage est gratuit. Donc des femmes sont orientées vers des structures où elles sont reçues gratuitement pour réaliser leur dépistage du cancer du sein et leur détection précoce du cancer du col. Ok. Une jeune demoiselle face à vous, Léyé Patiente, vous êtes fait dépister? Moi, dit comme ça, je dirais non. Mais j'ai eu la chance, en étant en stage au CHUL, dans le service d'imagerie, j'étais avec Dr Wang en échographie. J'ai eu la grâce de faire une écho, ma mère, qui a montré, je ne vais pas dire malheureusement ou bien heureusement, un petit fibroadénome au niveau de mon sein gauche. C'est rien de malin, c'est quelque chose de bénin et de simple. Mais dire que j'ai fait un dépistage comme ça, je suis allée de plein gré, non. En tant que jeune, vraiment, c'est compliqué de penser à cancer à cet âge-là. Voilà. Ok. Malin, bénin, qu'est-ce que ça veut dire? Des termes techniques? Oui, en fait, quand on parle de tumeur maligne, c'est faire référence à ce qui n'est pas grave, qui ne va pas entraîner la mort du patient, quelque chose qui peut facilement être éradiqué sans problème. Par contre, les tumeurs malignes, généralement, elles vont peut-être métastaser, elles sont graves, elles peuvent entraîner la mort de quelqu'un. Sous le contrôle du docteur, elle a retenu ses cours, c'est bien dit? En effet, elle a bien dit. Donc, ce qui distingue une tumeur maligne d'une tumeur bénigne, c'est l'examen anatomopathologique. Donc, comme le jeune médecin le disait, elle a fait une échographie et on a vu une image, on a vu une boule dans son sein. Donc, à son âge, effectivement, rarement ce sera une tumeur maligne ou un cancer.
Mais si radiologiquement, le radiologue avait des doutes sur la nature de cette boule-là, elle lui aurait dit: vu ce que je vois, je pense que ça ressemble à une image suspecte. Je souhaiterais que tu vois le chirurgien pour qu'il fasse une biopsie, c'est-à-dire prendre un petit bout de cette boule ou qu'il enlève totalement la boule afin qu'on l'envoie au laboratoire d'anatomie-pathologie où les spécialistes de ce domaine vont nous dire quelle est l'identité réelle de cette tumeur. Et c'est ces spécialistes-là qui sont capables de nous dire: là, nous avons une tumeur bénigne ou là, nous avons une tumeur maligne. Effectivement, vous avez totalement raison. Et Dieu merci, dans mon cas, c'était rien de grave. Seulement, il m'a donné comme conseil qu'il fallait l'enlever avant de faire des enfants. Oui. Elle me l'avait dit. Alors docteur, est-ce que c'est une façon de dire que lorsqu'on parle de cancer du sein, les jeunes filles ne sont pas atteintes par ça, concernées, non? Donc, quand on parle de cancer du sein, il faut déjà savoir que, comme toute maladie qui se déclare, il y a ce qu'on appelle les signes fonctionnels, c'est-à-dire la plainte du malade. J'ai mal au sein, il a une douleur du sein. Ah, j'ai le sein qui coule. Il coule, ça peut être un liquide qui ressemble au lait, ça peut être du sang. Ah tiens, là ça commence à inquiéter. Et maintenant, ça c'est ce qu'on appelle les plaintes du malade. Maintenant, quand moi je reçois cette patiente qui vient avec ses plaintes, je vais l'examiner. Quand je l'examine, je vais commencer par regarder cette poitrine-là. Je regarde de façon comparée les deux seins. Est-ce qu'il y a une asymétrie? Les seins, est-ce qu'ils se ressemblent tous les deux ou il y a un qui est plus gros que l'autre? Je vais regarder la peau. Est-ce qu'au niveau de la peau, il y a des anomalies? Une peau peut se présenter comme une orange. Vous voyez, ce qu'on appelle un aspect de peau d'orange. Oui. Okay. Des piquetés. Ça, c'est déjà une image suspecte. Je peux avoir carrément une blessure. Une dame qui vient avec un mamelon qui est blessé. C'est des éléments qui doivent nous interpeller. Je peux avoir... elle dit qu'elle a une boule dans le sein, et puis je peux avoir un aspect comme de la peau qui est retractée. Oui. C'est des aspects qui, tout de suite, nous interpellent. Des fois aussi, on a des gens qui arrivent avec un gros ganglion là, au niveau du creux sus-claviculaire, là, au niveau du cou, un ganglion. Tout de suite, on regarde, on se dit, mais tiens, ça, c'est quelque chose qui m'inquiète. Ouais. Et sous-axillaire aussi. Et axillaire, quand on va examiner notre malade, on va toucher cette boule, on va voir, mais tiens, cette boule-là, elle ne bouge pas dans le sein. Cette boule-là, elle est fixée à la peau, elle est fixée au thorax derrière. Cette boule-là, elle semble avoir un aspect qui est anormal. Je vais mettre la main dans les selles parce que quand on examine un sein, on ne reste pas seulement sur le sein, on va regarder dans les selles parce que là-bas, on a des ganglions. Donc, si c'est une tumeur maligne, il y a de fortes chances que là-bas, on trouve des adénopathies, donc des ganglions qui ont pris du volume, qui peuvent être mobiles. Ça, c'est le meilleur des cas, ou fixés, c'est-à-dire on n'arrive plus à les décoller de la peau, on n'arrive plus à les décoller du fond de l'aisselle. Au niveau du creux sus-claviculaire, là, à la base du cou, on peut avoir des ganglions, donc qui peuvent aussi être mobiles ou fixés. Donc, tous ces éléments-là vont nous donner des orientations. Une fois que je suspecte un cancer, j'ai l'obligation de faire ce qu'on appelle des examens complémentaires. Je vais faire une échographie mammaire. Je vais faire, si la dame a au-dessus de 30 ans, je vais faire en plus de l'échographie une mammographie. Et ces éléments-là, radiologiques, vont me permettre de dire cette image, cette lésion-là, elle est suspecte. Et c'est la somme de ce que j'aurais eu comme signe fonctionnel, les plaintes du malade, plus les résultats de mon examen, l'examen du médecin, plus les résultats de la radiologie. Quand je fais la somme de tout ça, je dis là, je suis devant quelque chose qui m'inquiète. Donc si ça m'inquiète, j'appelle mon collègue du laboratoire d'anatomie-pathologie. Je lui dis, je vais envoyer cette dame chez le chirurgien. Il va me faire un prélèvement, une biopsie. Il fait le prélèvement, on envoie au laboratoire d'anatomie-pathologie et les confrères d'anatomie-pathologie vont nous dire quelle est l'identité de cette tumeur ou de cette boule. Et ce n'est qu'au terme de ça qu'on pourra dire est-ce que j'ai une tumeur bénigne, est-ce que j'ai une tumeur maligne.
Ok. Oui, c'est vrai ce que le docteur est en train de nous dire. Okay. Mais ce que je veux dire, c'est que, comme elle a dit, ce sont des signes qui emmènent généralement les patients à venir consulter et savoir est-ce que j'ai un cancer du sein. Généralement, c'est lorsqu'on sent qu'il y a quelque chose qui est anormal. Mais pour les jeunes filles, généralement, ils ne vont pas penser premièrement à un cancer et elles ne vont pas se sentir visées par ça. Et puis, beaucoup de gens redoutent le cancer. Le mot cancer fait peur déjà. Donc, pour nous, les jeunes filles, bon, déjà, il y en a beaucoup. Qu'est-ce qui va peut-être les pousser à faire ce dépistage? Bon, je suis là, je fais ma palpation mammaire tout le temps, je ne sens rien, je sens que mon sein il est normal. Qu'est-ce qui peut m'emmener à faire mon dépistage? Bon, moi je pense qu'aujourd'hui, nous devons mettre l'accent sur la prévention. Ouais. Donc, se dire qu'il y a des aspects qui peuvent sembler bénins au premier abord, comme vous dites, et la prévention coûte moins cher que soigner quelqu'un. Donc, c'est à cause de cette situation que ce serait bien que quand on a une anomalie, même quand on pense que ça ne me fait pas mal, ça ne me fait rien, qu'on aille quand même voir. Là, la chance que vous avez, c'est que vous êtes médecin. Mais si vous n'étiez pas médecin, que vous alliez vers un personnel de santé. Ça peut être une sage-femme, ça peut être un médecin généraliste, ça peut être un gynécologue, ça peut être un cancérologue, un chirurgien, que vous alliez vers ces gens pour dire « Bon, j'ai une boule dans le sein, je pense que c'est bénin, mais quand même, dans le doute, je voudrais quand même bien l'explorer, l'examiner. » Voilà, et puis devant le médecin qui sera là, va dire non, parce qu'il y a beaucoup d'arguments, vu votre âge, vous êtes jeune, le cancer du sein n'est quand même pas la maladie la plus fréquente chez les femmes jeunes. Oui, c'est bien. Voilà, donc c'est ce qu'on appelle un argument épidémiologique. Oui. Donc, fort de ça, on dira, bon, c'est quand même rare. Mais on ne va pas se contenter de ça. Oui. On va faire une échographie. Oui, vous voyez que votre médecin, elle s'est arrêtée à l'échographie, parce que vous n'avez pas encore 30 ans, je crois. Oui. Voilà. Donc, on se dit, c'est pas la peine d'irradier ce sein qui est jeune si on n'a pas de raison particulière. Oui. Et comme raison, je pense que la génétique intervient beaucoup dedans. Donc, on va voir dans la lignée, donc la mère, la sœur, la nièce, est-ce qu'il n'y a pas des femmes autour de la personne qui vient consulter qui ont déjà souffert du cancer du sein. Et c'est en fonction de ça qu'on pourra voir quels sont les examens à faire. Voilà. Donc, il faut tenir compte, il y a ce qu'on appelle les facteurs de risque. Effectivement. Dans toutes les maladies, essentiellement dans les cancers, on a toujours les facteurs de risque. Donc, dans le cas du cancer du sein, 10% à peu près des cancers du sein relèvent du côté héréditaire. Donc, fort de ça, une famille où on aura déjà eu des cancers du sein chez des personnes jeunes, où on aura eu des cancers du sein chez l'homme, parce qu'on ne parle pas très souvent du cancer de l'homme, mais le cancer de l'homme, il est certes rare, mais c'est un cancer qui traduit l'existence d'un caractère héréditaire. Oui, dans la famille. Okay. Voilà. Alors, docteur, si vous permettez, au sens de la charte africaine, on est jeune jusqu'à 35 ans et on va suivre tout de suite un témoignage d'une dame qui, justement, à 35 ans, a été atteinte du cancer du sein. Elle a vécu avec, elle a combattu le cancer du sein et je crois qu'elle s'en est sortie victorieuse. On va regarder cet élément tout de suite. C'est quoi le cancer? Pourquoi le cancer? Et on va même encore aller plus loin. Moi, pendant longtemps, je me suis dit le cancer, c'est une maladie des vieux. Parce que la première fois, même quand je suis arrivée au service de cancérologie, à l'époque, c'était à l'hôpital général, dans la salle d'attente, je n'ai vu que des vieux, je n'avais vu personne de mon âge, la preuve. Et monsieur, je ne veux pas oublier, qui m'a dit, ma fille, vous êtes sûre que vous êtes au bon endroit, vous ne vous êtes pas trompée par hasard. Qu'est-ce que vous faites là? Parce que vous voyez qu'eux-mêmes, ils avaient compris que le cancer, c'était une maladie des vieux. Et vous savez que même quand j'étais là, je n'étais pas sûre d'être au bon endroit. Je n'ai su que j'étais au bon endroit que quand j'ai remis mon enveloppe au professeur. C'est à ce moment-là que je suis que j'étais au bon endroit.
chimio, non, la chirurgie, chimio, radiothérapie. C'est tellement lourd que si c'était possible, si, je ne sais pas moi, c'était possible que ça n'arrive plus jamais à qui que ce soit, je voudrais bien que ça n'arrive plus jamais à qui que ce soit. Parce que c'est lourd. Voilà pourquoi je dis aujourd'hui, le cancer n'est pas rien pour certaines personnes. C'est nous tous qui devons le prendre à bras le corps. Et je pense que la preuve aujourd'hui, même les cancers des enfants, même les cancers, parce qu'on n'en parle pas souvent, même les cancers des enfants, on n'avait pas autant comme on en a aujourd'hui. Donc on va aller encore plus loin pour dire que vu qu'on n'en parlait pas autant avant, le travail qu'on fait sur les cancers féminins, on doit faire encore plus sur les cancers des enfants. Parce que je me suis retrouvée en salle de chimiothérapie, j'ai vu des enfants là. Et je me suis dit, pendant longtemps, toi Alice, tu t'es dit, pourquoi moi? Mais pourquoi eux? Pourquoi eux? Tu te dis, pourquoi ça m'arrive à moi? Mais à eux, pourquoi ça leur arrive? Tu te dis, si je ne suis plus là demain, qui va s'occuper de ma fille? Mais eux. Ta fille, elle est déjà grande. Et eux, ils ont droit à la vie. Docteur, on vient de l'écouter, c'est certainement une dame que vous connaissez, au regard du métier qui est le vôtre. Alors moi, j'avais par contre une question, je crois que vous avez enjambé le pas tout à l'heure. C'est peut-être la raison pour laquelle ma collaboratrice m'a laissé faire l'émission aujourd'hui. Le cancer des hommes, docteur, c'est une réalité ? Donc, comme je disais tantôt, le cancer du sein ne touche pas que les femmes. Quand vous avez une proportion de 100 cancers, vous avez un homme qui a le cancer du sein. 100 cancers du sein, vous avez un cancer du sein de l'homme. Et c'est important qu'on en parle quand nous faisons la sensibilisation, parce qu'on a eu des hommes qui malheureusement ont vu leur sein se développer et puis ne se sont pas inquiétés parce qu'on a toujours dit cancer du sein, la femme. Et puis bon, ils ont réagi au dernier moment, ils ont vu une plaie se former après les boules qui étaient apparues. Ils se sont enfin décidés à venir consulter pour apprendre que eux aussi, après la biopsie, avaient un cancer du sein. La biopsie, de quoi il s'agit, s'il vous plaît? La biopsie, comme je vous ai dit, c'était ce prélèvement qu'on fait sur une boule pour connaître sa nature. Est-ce que c'est une boule qui est bénigne, donc qui n'inquiète pas, ou une boule qui est maligne et qui a donc un cancer? Ok. Zaïra, quelque chose à ajouter? Non, elle a tout dit. C'est un prélèvement, tout simplement. Oui. Et donc finalement, pour l'homme, comment ça se passe? Est-ce qu'au niveau du dépistage ou sinon de la prévention, il y a des choses à faire? Techniquement, dites-nous, je peux l'essayer tout de suite sur moi-même. Donc, ça veut dire, quand je fais de la sensibilisation, quel que soit mon auditoire, que j'ai des femmes seulement ou des femmes et des hommes, je tiens toujours à insister sur le fait que le cancer du sein peut aussi apparaître chez l'homme. Et je blague un peu en disant aux femmes, palpez les seins de vos maris. Et messieurs, inversement, palpez les seins de vos femmes. Parce que des fois, c'est des tristes histoires que nous avons vécues où une dame est venue et dit, mais c'est mon mari. Bon, dans un moment de tendresse, il m'a palpé le sein et puis voilà, il a découvert qu'il y avait une boule. Et il m'a dit, tiens ma chérie, il faut que tu fasses un tour un peu chez le médecin parce que je sens quelque chose dans ton sein. Donc voilà, il faut que soi-même on se palpe et puis quand on a un compagnon, une compagne,
voilà, il palpe et puis voilà, s'il y a quelque chose, qu'on ait la chance de s'en occuper précocement, très tôt. On a un homme en ligne, on va écouter sa question, c'est pour vous, docteur. Je me présente, Jonas Maogo, je suis en deuxième année de droit. Je dirais en préambule que le cancer du sein ne concerne plus aujourd'hui que les femmes, mais aussi les hommes. Ensuite, j'aimerais poser la question de savoir, est-ce que l'on observe les mêmes dégâts corporels chez la femme que chez l'homme au cours de la maladie? Y a-t-il une dissociation à faire sur les deux corps? Telle est ma question. Voilà un jeune inquiet, docteur. Donc, ce jeune homme s'interroge en fait. Il veut savoir si le cancer du sein se présente de la même façon chez l'homme que chez la femme. Je l'ai dit tantôt, effectivement, la maladie se présente de la même façon. Oh là là. On va avoir une boule dans le sein, on peut avoir une plaie au niveau du mamelon, on peut avoir au niveau de l'aisselle une boule, un ganglion qui prend du volume. Et des fois, quand la maladie évolue, on va avoir même une plaie qui va se former au niveau du sein. Donc, c'est quasiment les mêmes signes. Et docteur, le cancer du sein, comment il arrive? C'est quand même une maladie, je vais dire, silencieuse. Comment il arrive? Qu'est-ce qu'on fait? Qu'est-ce qui nous prédispose justement à avoir cette maladie-là? Donc, pour le cancer du sein, on va avoir ce qu'on appelle les facteurs de risque. Ok. Tout en sachant que quelqu'un peut avoir des facteurs de risque d'une maladie et ne jamais faire cette maladie. Oui. Donc, les facteurs de risque, ce seront essentiellement il y a le caractère héréditaire, donc des familles où on voit des cancers du sein. Ça peut être des femmes en fait qui ont eu une puberté précoce, c'est-à-dire elle a eu des règles très tôt, ou alors des femmes qui ont eu une ménopause tardive, elle a gardé ses règles longtemps après l'âge habituel, ou alors des femmes qui ont des fois eu une contraception, elle a pris beaucoup la pilule, elle s'est fait injecter des pilules, les pilules du lendemain et tout le reste. Bon, c'est des facteurs de risque qui ont été énoncés. On a l'obésité, on a le tabagisme qui participe dans presque tous les cancers. Et tous ces éléments sont des facteurs de risque. Maintenant, aujourd'hui, on se dit, avec le mode de vie que nous vivons, le stress participe à la genèse de beaucoup de cancers. Le manque d'activité physique, vous avez vu, tous on est sédentaire, on fait plus beaucoup de sport et c'est un tort. Et sans compter aussi l'hygiène de vie que nous avons, on mange un peu n'importe quoi, on boit n'importe quoi et nous ne savons pas dans notre environnement, entre les radiations électromagnétiques, on subit beaucoup de choses dans notre environnement, on ne connaît pas trop l'incidence. Zahira, bon, je me rends bien compte que c'est un exercice difficile que de parler après le docteur. Mais bon, tu vas te prêter à l'exercice. Ok, merci Marvin. Effectivement, le docteur a déjà un peu tout sillonné. Okay. Voilà, donc moi je serais un peu plus pointilleuse sur l'irradiation. Vraiment, avec la technologie qui évolue, les téléphones portables, les appareils, vraiment les ordi, les enfants dorment avec ça et tout ça, et les produits toxiques. Okay. Vraiment, l'intoxication même alimentaire aussi, vraiment, ça agit beaucoup. Ouais. C'est surtout ce qui est alarmant, en fait, parce que c'est vrai, et puis le docteur a parlé du tabagisme, l'alcool aussi, et moi j'ai lu quelque part le café, le thé, et tout sont des facteurs de risque, mais je vois que, bon, pour moi, je peux dire qu'on peut classer des facteurs de risque primaires et secondaires. Okay. Donc les plus importants, notamment l'hérédité, la femme âgée de 40-50 ans, donc en phase de ménopause, et tout ça, et comme caractère secondaire, peut-être le café, le thé, voilà, le Coca-Cola, des trucs comme ça, c'est pas bon pour... Ouais. C'est carrément le commun des hommes, docteur. Oui, justement, c'est notre alimentation qui nous fait, en fait. Et voilà, l'organisme réagit face à ça, par rapport à ça. Donc, lorsqu'on ingère tous ces produits toxiques, là, ils se stockent dans l'organisme, ils ne sont pas éliminés. Vous voyez un peu? Et c'est ce qui est à l'origine, en fait, de tous ces cancers que nous voyons émerger aujourd'hui. Ok, bon, après, on va voir si tu as bien retenu tes cours en fac. Chimiothérapie, radiothérapie, de quoi il s'agit? Ce sont
sont deux termes qui nous ont vraiment apostrophés lorsque nous avons écouté le témoignage de Madame Alice qu'on n'a pas pu passer dans son intégralité. Radiothérapie, chimiothérapie, de quoi il s'agit, Zahirat? D'accord, merci. Bon, la chimiothérapie, c'est un traitement, c'est un traitement hormonal, oui, qu'on utilise pour éradiquer le cancer. Il est à long terme, c'est vrai qu'il peut avoir des conséquences et tout. C'est un peu lourd à supporter pour certains patients, ils en souffrent. La radiothérapie, c'est pareil, c'est un traitement radiologique. Donc, ce sont des ions, des ions UV qui vont être émis aux patients, des radiations. Voilà, merci docteur. Ce sont des radiations auxquelles le patient sera soumis pour pouvoir tuer, on va dire, la tumeur, simplement parler comme ça. Des radiations, ça sonne fort dans la tête, docteur. Madame Alice nous parlait de brûlure, elle a fait 33 fois justement cet exercice de radiothérapie. Est-ce que ce traitement ne peut pas, comment je vais le dire en français facile, est-ce que ce traitement ne peut pas achever justement le sujet avant même la maladie? Avant de parler de radiothérapie, je vais un peu améliorer la définition que notre jeune médecin a donnée. La chimiothérapie, c'est des perfusions de médicaments. Donc, ce sont des drogues qui sont administrées à un patient par voie parentérale, au niveau de la veine. Ces traitements-là, leur objectif, c'est de tuer les cellules malignes. Évidemment, dans le corps, nous avons d'autres cellules que les cellules malignes. Donc, voilà, le médicament va agir non seulement sur les cellules malignes, malheureusement, va aussi toucher les cellules saines, d'où les effets secondaires. Mais qu'est-ce que nous faisons quand nous administrons ce traitement? Nous prenons des précautions. Nous avons des précautions à prendre avant, des précautions pendant le traitement et des précautions après le traitement, de façon que le traitement soit mieux supporté par le patient. Parce que je dis souvent à mes patients, je fais la chimiothérapie à un patient, je l'ai vivant avant la chimiothérapie, je veux le retrouver vivant après la chimiothérapie. Donc, je me bats pour respecter toutes les règles, les précautions avant, pendant et après, de façon que la chimiothérapie ne soit pas vécue comme une souffrance. Maintenant, en ce qui concerne la radiothérapie, ce n'est pas mon domaine, je vais dire quand même un petit mot. La radiothérapie, c'est un traitement qui va utiliser des rayonnements. Et ces rayonnements vont avoir comme effet de tuer les cellules malignes. Et évidemment, vont aussi attaquer les cellules qui sont autour, c'est-à-dire la tumeur, le rayonnement envoyé sur la tumeur, mais à côté de la tumeur, il y a des cellules qui ne sont pas cancéreuses qui vont souffrir aussi. Donc, c'est les effets secondaires qu'on est obligé, qu'on va essayer aussi de prévenir, de gérer pour que le patient supporte mieux sa radiothérapie. Mais c'est vraiment brûlé. Donc, le patient vous dira vraiment, après la séance, ça chauffe, ça pique, parce que voilà, ça chauffe. Donc, mais il y a des traitements qu'on leur donne pour atténuer tous ces effets-là. C'est quand même terrible. Absolument. C'est pour ça que nous avons tous le devoir, quand nous appliquons un traitement à un patient, de respecter les conditions avant le traitement, pendant le traitement et après le traitement. Parce que toujours essayer de se mettre à la place du patient en se disant, si aujourd'hui je recevais une chimiothérapie, que je recevais une radiothérapie, je souhaiterais que mon médecin se batte pour bien respecter toutes les règles pour essayer de faire en sorte que la souffrance soit la moins forte possible. Parce que sinon, on a des gens qui ont abandonné le traitement parce que, bon, c'était insupportable. Voilà. Et là, de façon ramassée, quelles peuvent être les différentes conditions que vous donnez avant, surtout avant? Donc, avant, je vais plus parler de la chimiothérapie qui est mon domaine. Voilà. Donc, avant la chimiothérapie, je sais par exemple que je vais appliquer tel traitement à mon patient qui a un cancer du sein. Je sais que dans le traitement que je lui donne, il y a par exemple 2 médicaments. Il y a un médicament qui fait vraiment beaucoup vomir. J'ai le devoir de lui donner tous les médicaments qui peuvent bloquer les vomissements. Je vais lui donner peut-être un autre médicament qui donne la diarrhée. J'ai le devoir de lui donner le médicament de la diarrhée, l'antidiarrhéique, de façon que, arrivé chez lui, dès qu'il a la première selle, tout de suite il a pris son médicament.
Or, si j'oublie de lui donner son antidiarrhéique, si je ne l'ai pas bien sensibilisé sur les effets secondaires, ce patient va se retrouver à la maison avec une diarrhée et puis il ne saura pas quoi faire. S'il n'est pas suffisamment bien entouré, il peut se vider à la maison, se déshydrater et puis me revenir dans un état catastrophique parce que peut-être je n'aurais pas fait attention à cet effet secondaire-là. Donc, notre rôle, c'est ça. On fait attention. Il y a des effets secondaires qui sont un peu radicaux, comme la chute des cheveux. Okay. Là, on n'a pas le choix. On informe nos patients. Bon, là, je vais vous donner une chimiothérapie. Elle va vous casser les cheveux. Mais après la chimiothérapie, je vous promets, ils vont repousser et ils seront même un peu plus beaux. Quand ils repoussent, ils sont même un peu plus beaux. Chez les hommes aussi, les cheveux tombent de la tête? Oui, s'ils ont pris des drogues qui font tomber les cheveux. Ok. Alors, nous allons joindre notre correspondante au Sénégal, Khadija, bonjour. Merci Marvin. Bonjour Forum Ado. Bonjour l'Afrique. C'est un plaisir pour moi de me retrouver encore sur ce plateau avec vous. Alors Khadija, dis-nous, au Sénégal, lorsqu'on parle d'Octobre Rose, est-ce que les jeunes filles, la gente féminine est engagée là-dedans ou ce sont des réalités qu'elles estiment lointaines? Et pour répondre à la question préalablement posée, alors non, au Sénégal, le cancer n'est plus une utopie. La population dans sa généralité et les jeunes en particulier sont conscients que cette maladie est une réalité palpable. D'ailleurs, il y a une forte mobilisation des jeunes afin de lutter contre le cancer. Il n'y a qu'à observer. Durant le mois d'octobre, depuis le 6, depuis que la campagne Octobre Rose a été lancée, plusieurs associations, la LISCA en tête, Ligue sénégalaise contre le cancer, ont organisé des manifestations, des séances de dépistage, des conférences pour conscientiser la population. Et 3500 femmes ont été dépistées à travers le Sénégal depuis le lancement de la campagne, c'est-à-dire le 6 octobre. Il y a eu aussi un geste du ministère du Développement durable qui a offert 200 bons de mammographie à son personnel féminin. Et il faut rappeler aussi que l'État sénégalais maintenant a rendu la chimiothérapie gratuite. Donc tous ces actes posés montrent une volonté de lutter contre cette maladie qu'est le cancer, montrent une impulsion de la volonté de la jeunesse sénégalaise aussi et montrent une forte mobilisation des femmes qui sont les principales concernées. Parce que le cancer au Sénégal est une maladie en progression. Il progresse peut-être lentement, mais est une maladie en progression. Cette mobilisation des jeunes, on l'espère, sera encore beaucoup plus forte. Et ensemble, avec l'aide de l'État, nous allons vaincre cette maladie. Alors merci Khadija, on se donne rendez-vous pour très prochainement. Alors docteur, Octobre Rose, c'est aussi la maladie du col de l'utérus. C'est un peu dommage, je vais le redire, ma collaboratrice m'a dit Marvin, tu vas t'asseoir, tu vas faire cette émission et tu vas apprendre. Alors dites-nous, le col de l'utérus, quand, comment et pourquoi, à quel niveau il faut se faire dépister? Donc le cancer du col de l'utérus, il y a 10 ans, c'était le premier cancer de la femme, il y a 10 ans. Et grâce à l'action de nos maîtres, donc, qui ont commencé cette sensibilisation que nous faisons aujourd'hui, on n'est pas les pionniers. C'est nos maîtres qui ont commencé cette activité il y a 10 ans, un peu dans la sous-région. Donc, ils ont commencé cette sensibilisation, ils ont commencé ce dépistage et on fait en sorte que le cancer du col, qui était le premier cancer de la femme dans la sous-région, est devenu le deuxième cancer. Donc, ce cancer du col, c'est un cancer qui va toucher l'appareil génital. C'est vrai qu'on aurait eu un schéma, ça aurait été... Voilà. Okay. Bon, on va dire que l'utérus, c'est la matrice dans laquelle l'enfant se développe. Oui. Et l'utérus a une entrée qu'on appelle le col de l'utérus. Et au niveau de ce col-là, on a 2 types de muqueuses, on va dire. Et souvent, c'est la muqueuse qui est extérieure, qu'on appelle l'exocole, qui va commencer sous l'effet de beaucoup de facteurs. Et le facteur principal, c'est un virus, qu'on appelle le papillomavirus, qui va attaquer cette zone-là, commencer à la modifier. Et c'est un travail que le virus va faire sur une longue période. Et comme
cette période-là peut faire à peu près 10 ans, ce cancer-là, on s'est dit, on peut le dépister. Donc le dépister va nous permettre de voir les premières modifications que l'on appelle les lésions précancéreuses. Donc c'est pour ça qu'en faisant l'examen que nous faisons partout en ce moment, la colposcopie, c'est-à-dire regarder le col avec un appareil, on va regarder ce col, on va bien l'exposer, on va bien l'éclairer et on va badigeonner dessus un produit et la réaction de ce col au produit qu'on va appliquer dessus va nous montrer que ce col-là, il est anormal, il est peut-être en voie de modification ou ce col-là est tout à fait normal. Alors, docteur, si vous me permettez, sans vouloir vous interrompre, vraiment une toute petite parenthèse, un virus qui met 10 ans dans le corps d'une femme, j'ai juste une question, est-ce que pendant cette période-là, les rapports sexuels sont proscrits ou ça, dans le cadre d'un mariage, est-ce que le mari peut toujours aller avec sa femme? En fait, c'est un virus qui a la particularité souvent de ne pas déranger. Il est là, et puis des fois on s'en rend même pas compte. Il fait pas mal, il fait pas des écoulements, il fait rien. Mais c'est si on faisait le prélèvement au niveau du col, qu'on envoie au laboratoire, on dit ah tiens, il y a du papillomavirus là. Et dans ces papillomavirus, on a des papillomavirus qui, quand on les localise là, on sait que ceux-là, c'est ceux qui favorisent le cancer. Parce que c'est toute une population très importante, mais on en a que l'on connaît très bien et ils sont numérotés. Et on sait que quand on a ces genres-là, il y a les 16, les 18, bon, je vous passe les détails, mais quand le spécialiste les a vus, il sait que là, il y a vraiment le mauvais virus, le mauvais papilloma. Et ce papilloma-là, il va commencer son travail pour modifier la muqueuse pour que des lésions précancéreuses s'installent et 10 ans, 15 ans plus tard, le cancer du col s'installe. Mademoiselle Zahirat Din Patience Léhimé, vous vous êtes fait dépister du cancer du col de l'utérus? Non, monsieur Marie. Ah ben là, ça devient dangereux, là. Docteur, quelles sont les conditions? Dangereux quand même. Et puis, bon, c'est comme je disais, en fait, quand on est jeune femme, on ne se sent pas tout de suite interpellé par le mot cancer. On ne se voit pas à l'intérieur. Donc, il est quand même difficile à une jeune fille d'aller dire ça. Là, une fois de plus, s'agissant de ce cancer, ça atteint aussi la jeune fille. Donc, comme tout à l'heure, on écoutait la patiente Alice, elle vous a bien dit, hein, à côté d'elle, il y avait des enfants qui recevaient la chimio dans la même salle qu'elle. Donc, ces campagnes de sensibilisation que nous faisons ont pour but de faire comprendre à chacun que chacun de nous peut être touché à n'importe quel âge. Oui. Voilà. C'est vrai, que c'est avec ces campagnes que nous comprenons mieux aujourd'hui l'importance du dépistage. Hein. Sinon, avant, on ne s'intéressait pas à ça. Bon, en tout cas, si je suis interpellée, monsieur Maroui, je dirais faire mon dépistage. Lundi, au cabinet, le docteur va te recevoir. Docteur, puisque nous en parlons maintenant, quelles sont les conditions pour se faire dépister? Je suis sûr qu'après ce numéro, des coups de fil vont arriver. Quelles sont les conditions justement pour se faire dépister? Donc, toute femme en activité sexuelle doit se faire dépister. Donc, dès que les rapports sexuels ont commencé, on doit se faire dépister. Et on va se dire que les jeunes femmes, elles commencent peut-être vers 15 ans, 17 ans et tout. Donc, ça veut dire qu'elles peuvent être en contact avec ce virus-là, supposons vers l'âge de 15 ans. Donc, il faut qu'elles commencent... très tôt. Si elle a été précoce, la jeune dame. Ok. Hein, si elle a été précoce. Maintenant, si c'est une religieuse, bon, qui n'a jamais rencontré l'homme, donc on dira qu'elle rencontrera jamais le virus du papillome. Donc cette dame-là, a priori, n'en a pas besoin. A priori. Ok. Maintenant, si c'est une religieuse qui avait d'abord eu une vie de famille avant, c'est autre chose. Donc, pour revenir aux conditions, donc toute femme, pour moi, je recommande, dès qu'elle sait qu'elle a eu une activité génitale, je pense que ça ne coûte rien, qu'elle commence son dépistage. Elle fait sa colposcopie, si elle peut, pendant les campagnes de masse, comme colposcopie. Colposcopie.
Okay. Donc, vision du col, c'est tout ce que ça veut dire. Formidable. Regarder le col, inspection du col, inspection visuelle du col. Donc, que la jeune femme commence son examen, on va dire 5 ans après avoir commencé son activité génitale. Si c'est pendant les Octobre Rose où on le fait partout, elle y va. Nous, à l'Institut de cancérologie, c'est notre activité de tous les mercredis. Tous les mercredis, les femmes qui se sont fait enregistrer, on les reçoit, on leur fait leur dépistage. D'accord, docteur. Donc, comme vous avez dit 5 ans après, je me sens plus concernée là. Ah bon? J'attendrai encore 2 ans. Ah bon? Mais attention, voilà. il faut quand même atténuer, parce que nous avons des populations particulières. Oui. Quand vous avez par exemple un patient qui est séropositif, ça c'est des cas particuliers. Un patient qui est séropositif, ou une patiente qui est séropositive, elle doit se faire dépister plus tôt. Supposons qu'elle ait été séropositive à l'âge de 15 ans, parce qu'on a vu que c'est des populations qui vont nous faire des cancers du col plus rapidement que les autres. Oui. Voilà. Donc, il y a des populations comme ça qui sont particulières, qui vont être, on va dire, des sujets qui vont développer des cancers plus rapidement que les autres. Donc, eux doivent avoir même un dépistage qui est un peu plus précoce, un peu plus rapproché même. C'est-à-dire que si la femme qui n'a pas de souci, on va lui dire tous les 2 ans, elle, on lui dira tous les ans. Alors, on va prendre Eden qui est déjà en ligne. Eden, bonjour. Bonjour Mavine. Alors, dis-nous Eden, est-ce que tu t'es fait dépister dernièrement? Oui, je me suis déjà fait dépister du cancer du sang. Je me suis fait dépister il y a de cela 2 années. Bon, alors, quel est le climat qui prévaut au Cameroun? Est-ce que le dépistage, Octobre Rose, comment ça se vit là-bas? Dis-nous. Très bonne question, Mavine. Ici au Cameroun, ce sujet reste toujours problématique. C'est un sujet tabou chez la jeune femme. Heureusement que moi, depuis le début du mois d'octobre, puisqu'il s'agit d'Octobre Rose dans le monde entier, c'est-à-dire le mois adéquat pour parler de cela à la jeune fille et pour lutter aussi contre ce cancer-là qui gangrène le milieu mammaire de la femme. Voilà, donc dans la capitale économique du Cameroun, c'est-à-dire à Douala précisément, ou principalement, il y a les actions qui sont menées, question de demander aux jeunes femmes de se faire dépister lorsqu'elles sentent qu'il y a un problème dans leur sang et un problème mammaire. Et il y a les conférences qui sont faites. Autour de la table, on peut constater la présence d'un gynécologue, la présence des médecins généralistes ou spécialistes et la présence des enseignants en médecine. Ils conseillent entre autres la jeune femme comment elles peuvent prendre soin de leur santé mammaire. Ils demandent à ce que la femme puisse palper leur sang tout le temps et une fois qu'il y a peut-être une boule à l'intérieur du sang, une fois qu'il y a peut-être un bouton, une fois qu'il y a un problème qui ne marche pas, voilà, qu'elle rencontre très rapidement un gynécologue, qu'elle ne reste pas et qu'elle ne néglige pas cela, parce qu'une fois à la rencontre d'un gynécologue, une fois le problème détecté, le mal peut être très rapidement attaqué, parce que le cancer du sang, lorsqu'il est détecté rapidement, on peut aussi rapidement le traiter. Mais si la jeune femme essaie de le négliger, de négliger son mal en disant non, bon voilà, ça va aller, ça va finir, non, il faut toujours être sûr. Si elle le fait, elle peut avoir de graves problèmes. On peut amputer le sang, elle peut mourir de cela. Ici au Cameroun, il y a plusieurs femmes qui se tordent de douleurs mammaires dans les hôpitaux, par exemple. Il y a plusieurs femmes qui en meurent. Donc, mais on a peur. La femme raffole ce sujet-là. La femme a peur de parler à chaque fois de ce sujet-là. Mais une fois que vous trouvez qu'il y a un mal dans le sang, le médecin généraliste ou alors le gynécologue demande à ce qu'on puisse les rencontrer très rapidement, question d'éviter les extrémistes. Alors docteur, dites-nous, nous sommes quand même en Afrique et chez nous en Afrique, nous avons nos réalités à nous, nous avons notre façon de penser. Est-ce qu'aujourd'hui, vous pouvez nous attester que le cancer, c'est une réalité? Parce qu'il y en a qui pensent encore. On a écouté Madame Alice tout à l'heure, il y a beaucoup de choses qu'elle a débitées, cette dame, et on se rend bien compte qu'elle a accepté que la maladie est arrivée, elle a accepté de combattre cette maladie, mais certains continuent de penser que c'est mystique, ce sont des trucs qu'on nous envoie. Qu'est-ce que vous nous dites aujourd'hui, docteur?
Je vais vous dire quelque chose que j'ai l'habitude de dire à mes patients. Ok. Je leur dis souvent, les maladies que nous avons aujourd'hui dans nos pays, elles ont été décrites premièrement chez les Occidentaux. Et je leur demande souvent, là-bas il y a le vampire, là-bas il y a les sorciers, il y a le cousin qui veut vous tuer, la cousine qui veut vous tuer. Est-ce que ça existe là-bas? Donc s'ils les ont décrites là-bas, ces maladies, c'est que bon, malheureusement, ces maladies existent, que c'est douloureux pour quelqu'un de découvrir c'est-à-dire le cancer vient chambouler, c'est un tsunami dans une vie personnelle, dans une vie de famille. Mais au-delà de ce tsunami, on n'a pas le choix. Une fois que cette réalité est arrivée, je dis souvent à mes patients, il y a la première phase où il faut pleurer. Il faut pleurer. Et il faut que nous laissions les gens pleurer. Parce que c'est la première étape. Et après, cette mauvaise nouvelle, on a pleuré. Et il y a d'autres étapes qui arrivent pour que la personne puisse arriver à l'acceptation de sa maladie et maintenant adhérer à un traitement. Zahira, tu n'as pas de sorcellerie là-dedans alors? Bon, après, oui, comme on dit, nous sommes africains et vraiment on a tendance à penser que tout ce qui nous arrive est vraiment mystique, tu vois. Mais la science n'a rien à voir avec le mystique. La science, c'est biologique, c'est physique. On va démontrer par des théories que c'est possible, que voilà, c'est là. Ce sont des faits, c'est visible. Il n'y a pas de l'abstrait dedans, tu vois un peu. Donc, voilà. Alors, il y a un internaute, une information qui nous vient qui dit ceci. Quand il lut quelque part que fumer pouvait provoquer le cancer, il arrêta de lire. Je vais relire pour vous. Quand il lut quelque part que fumer pouvait provoquer le cancer, il arrêta de lire. Est-ce que c'est une façon... Tu as compris ma question? Oui, j'ai compris. Ben, c'est pas arrêter de lire qui va prévenir son cancer. C'est très clair. Qui va changer la réalité. Voilà, qui va changer la réalité. Oui, c'est vrai. Il veut quitter le monde réel. C'est voilà, faux tout ça. Ils sont souvent à l'origine de nos mots alors. En fait, c'est un patient qui est dans le déni. Oui, c'est ça. C'est quelqu'un qui est dans le déni. Oui. Il veut fuir la réalité. C'est un mécanisme de défense, d'après ce que les psychologues nous disent. Quand on est devant nous une réalité qui est dure, on a envie de la fuir. Oui, c'est vrai. Mais au bout du compte, on réalise que fuir, après, la réalité, elle est là. Toujours, elle nous rattrape toujours. Après, est-ce que ça ne dénote pas justement d'un comportement souvent mal placé de nous autres là? Parce que le gars, il regarde l'information et il arrête de lire. Parce qu'il estime que fumer, ça lui fait du bien, mais il constate que c'est dangereux si je continue là-dedans. Est-ce que c'est pas une façon de dire que quelque part, nous sommes vraiment à l'origine des maux qui nous frappent? Bah oui, c'est un refus en fait. Okay. C'est un refus. La personne ne veut pas, il veut pas. En fait, il refuse d'abord l'information. C'est même pas qu'il refuse de comprendre ou d'accepter ou de se faire traiter. Il refuse d'admettre la réalité. On lui dit fumer et tout entraîne le cancer du poumon. Il dit ah bon, ok, bon moi je veux même pas entendre en fait. Il refuse déjà d'entendre, d'écouter. Mais si tu n'entends pas, tu n'écoutes pas, tu peux pas comprendre. Tu ne comprends pas, tu peux pas savoir. Et tu peux pas en fait aboutir à une solution. Tu vois un peu. Donc c'est effectivement comme tu dis, c'est un mal en fait qui mine un peu la société africaine, je vais dire en griffe, parce que nous avons peur. Nous avons peur quand nous entendons cancer, tout de suite on voit la mort, on voit la famille va m'abandonner peut-être, et tout ça, et on préfère fuir ces réalités-là et se cacher derrière, je préfère ne pas savoir. C'est pareil pour des dépistages, même pour le VIH. Il y a des gens, ils vont préférer ne jamais faire le dépistage, de peur de connaître son statut et vivre comme ça dans l'ignorance, et souffrir après de ça. Et ça donne beaucoup de maux, après il y a des conséquences, ouais, c'est ça. Donc docteur, lorsque vous recevez vos patients et que finalement la maladie a été, s'est rendue un peu plus claire, la personne est atteinte, quel est le procédé, vous d'abord, parce que c'est vous qui faites, vous êtes spécialiste justement des maladies du cancer, avant d'aller vers un psychologue, quel est le travail que vous faites? Il y a un gros travail quand même à faire. Avant, autrefois, okay, quand on n'avait pas de psychologue dans les services, donc on devait un peu essayer de faire un peu de psychologie entre griffes, je ne m'avance pas, parce qu'on avait en face de soi quelqu'un à qui on vient d'annoncer une nouvelle aussi grave, une si mauvaise nouvelle. Vous avez le cancer. Et donc, les réactions sont multiples. Il y a des gens stoïques. Vous avez l'impression qu'il a bien encaissé, mais en fait,
des fois, il s'est bloqué, il ne veut pas entendre. Vous avez la personne qui extériorise et puis qui pleure, qui, je pense, est même plus facile à gérer, à mon humble avis. Ok. Et il fut une époque, quand on voyait les gens pleurer ou réagir, tout de suite, quand on a commencé à avoir des psychologues dans le service, on courait les chercher. Moi aussi, à l'époque, j'ai fait ça. Ah, donc, si vous permettez, c'est vous qui conseillez à ces personnes d'aller vers les psychologues. Oui, parce qu'après, ça, c'est autre chose. C'est une culture qu'on n'a pas très souvent d'aller voir des psychologues. Voilà. Et ce qui nous arrive même des fois, c'est que quand on dit à la personne, bon, je pense que nous avons un dispositif au sein de l'Institut de cancérologie. Une fois que la nouvelle a été annoncée, on dit, bon, on va vous référer vers la psychologue qui va mieux s'occuper de vous. Et puis, on a des patients qui nous disent, oh non, 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 psychologue, j'en ai pas besoin, moi je suis fort. Et nous de leur expliquer, il ne s'agit pas d'être fort. Il s'agit d'une maladie que qu'on va devoir gérer pendant longtemps. Seul, vous aurez du mal. Et le médecin va vous accompagner pour les aspects médicaux. Mais il faut que le psychologue soit là, dans cet accompagnement tout au long de la maladie, pour vous permettre de mieux supporter, parce que c'est des personnels qui sont formés pour accompagner psychologiquement les patients. En tout cas, moi je trouve que l'importance du psychologue a vraiment sa place là-dedans, hein, vraiment. Parce que c'est vrai que c'est le cancer, c'est le cancérologue qui traite, mais vraiment la personne a besoin d'un suivi, parce que quand tu rentres à la maison, tu es abattu, tu te dis mais j'ai un cancer, je vais vivre comment? Et beaucoup de femmes, elles appréhendent un peu la perte des cheveux, hein. Oui, je ne serai plus belle, je ne serai plus regardée par mon mari et toute la société. C'est l'image corporelle féminine qui est touchée directement. Oui. Le cheveu, le sein, le col, c'est la femme. Très clairement. Dans son esprit féminin. C'est ça. Donc, je crois qu'elle a vraiment besoin d'un soutien moral et psychique pour suivre ça et puis combattre la maladie. Exactement. Bon, Zahira, nous sommes en train de tendre vers la fin de cette interview. Je vais te prêter les mots. Alors, dis à la caméra que tu iras te faire dépister. Oui, je promets que je vais me faire dépister. Alors, un mot de fin pour terminer cette interview. Déjà, merci oui, pour l'invitation. Merci, docteur aussi Dibaï, c'est ça? Bidaï, d'accord. Enchantée aussi. J'ai beaucoup appris, vraiment. C'est un sujet vraiment d'actualité qui nous touche. Et je conseille aussi à toutes les jeunes d'aller se faire dépister, de ne pas attendre. C'est vrai que nous sommes jeunes, nous pensons que c'est pour les vieux. Aujourd'hui, nous avons une réalité face à nous. Le cancer n'est pas une maladie des vieux, non. Elle peut toucher n'importe qui, à n'importe quel âge. Donc, nous devons être interpellés par ça et aller nous faire dépister. Ça ne nous coûte rien. Et c'est encore bien mieux de se faire dépister précocement, de traiter rapidement, que d'attendre dans la peur, dans le doute et tout ça. Et plus tard, se rendre compte qu'on ne peut pas faire machine arrière. Donc, merci beaucoup à vous tous. Le message est passé, docteur Bidaï, un mot de fin. En tout cas, un très beau mot de fin de la part du docteur. Hein. Merci beaucoup. Donc, dire que vraiment le message à retenir, que ce soit en octobre rose ou tout au long de l'année, nous qui sommes personnels de santé, chaque fois que nous avons devant nous un patient, astreignons-nous à l'examiner totalement. C'est vrai que les gens, quand on les déshabille totalement, « Oh, le médecin est vicieux, il m'a déshabillé. » Non, le médecin n'est pas vicieux. Il veut vous examiner correctement pour s'occuper de vous correctement. Donc, octobre rose, c'est le moment où il faut se faire dépister, qu'on examine vos seins, qu'on regarde le col utérin et puis que cette activité soit pérenne toute l'année. Ouais. Qu'on n'attende pas octobre pour s'occuper de soi. Ouais. Et puis c'est gratuit. Hein, en plus, c'est gratuit. Bon, alors toi, je sens que tu vas bénéficier d'un stage si tu es au chômage actuellement. Alors, docteur Suzanne Bidaï. Je ne terminerai pas mon propos sans remercier les autorités du pays, à la tête duquel la première dame, Sylvia Bongo Ondimba, et son époux, le président Ali Bongo Ondimba et tout son gouvernement, les autorités, donc le ministère de la Santé, qui chaque année mettent tout en jeu pour que ce mois d'octobre soit un mois dédié aux populations. Alors, docteur Suzanne Bidaï, mademoiselle et Mehdi de l'Ormène à l'ouest du Nigeria, dans notre rubrique Les mots d'ailleurs, c'est tout de suite.
Alors, bienvenue au Nigeria. Nous sommes au sud-ouest du Nigeria, si je ne me trompe pas, avec la langue Ibibio. La rubrique Les mots d'ailleurs, c'est une rubrique qui a pour vocation de vendre le patrimoine linguistique africain. Donc, docteur, vous allez peut-être vous essayer en regardant l'écran devant vous. Cancer, ado, udio, yak, ida, iwana, ekon, ye, anye, abasi, adjon, dion, Africa. Pas mal. C'est vrai. Un peu de français là-dedans, mais c'est passé. Alors Zahira, t'en rappelles que tu es gabono-béninoise. J'espère que le Mina, tu sais comment on parle Mina. Comment on dit déjà bonjour en Mina? Tu me rappelles d'ailleurs? Au fond, hein. Bon, tu vas essayer Lilio. Bon, vas-y. Peu importe. Alors, cancer, ado, uduno, yakida, awaka, ekon, ye, anye, abasi, anjon, ndioto, Africa. Kansa ado taidi yokudo yagida yingwane kong yenye abasediong dito Africa. Alors, ces propos nous viennent de Elie Mouke du Cameroun qui nous dit ceci: le cancer est un adversaire redouté. Il est souvent vaincu par ceux qui n'abandonnent pas le combat. Que Dieu bénisse les enfants d'Afrique. Docteur Suzanne Midaille, merci d'avoir été des nôtres cet après-midi. Les aimés patience, merci à vous. On se donne rendez-vous. Le débat continue sur Facebook. À très prochainement pour un nouveau numéro du Forum AD.